Eh bien bonjour, voilà, je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo du cours de philosophie et de citoyenneté sur le thème que nous avions abordé la dernière fois, à savoir liberté et responsabilité, et où nous avions commencé à aborder la question des caricatures. Dans la vidéo précédente, nous avions répondu dans une partie théorique à ces premières questions, et je vous propose aujourd'hui de passer à une autre, qui est quel concept se trouve derrière cela. Commençons par nous poser la question, qu'est-ce qu'un concept ? Les concepts, c'est ce qui est à la base du cours de philosophie et de citoyenneté, c'est à partir de cela qu'on réfléchit, et donc je vous propose ici une définition personnelle. C'est avant tout une idée abstraite qu'on ne peut pas appréhender par nos sens. C'est-à-dire qu'un concept, on ne peut ni le toucher, ni le voir, ni le sentir, ni le mesurer, ni dire de quoi il est fait. C'est avant tout une représentation mentale d'une valeur, c'est-à-dire que c'est dans notre esprit que va se jouer la représentation de ce concept, et souvent, ils ont pour point commun d'être complexes à définir simplement. Je vous donne un exemple, la justice, c'est une idée abstraite, on ne peut pas ni voir, ni toucher, ni mesurer la justice. C'est une représentation mentale dans le sens que c'est dans notre esprit qu'on va pouvoir se représenter si telle chose est juste ou non, et c'est complexe à définir parce que c'est difficile, si je vous pose la question « qu'est-ce que la justice ?», c'est bien difficile d'y répondre en une simple phrase. Il existe des milliers de concepts. On a dit la justice, la vérité, la liberté, le bonheur, etc., etc. Ce que je vous propose, du coup, c'est d'aborder les concepts qui sont au cœur de cette question des caricatures. Bien évidemment, il y a la liberté, mais qui se décline sous trois formes. En premier, on va parler de la liberté d'expression, mais aussi de la liberté de la presse, et enfin, du droit au blasphème. Et ces trois concepts tournent autour de celui plus large de la liberté, et vont nous aider à mieux comprendre ce dont il s'agit quand on parle de la question des caricatures. Abordons donc le premier concept, celui de la liberté d'expression. La liberté d'expression, c'est le droit d'exprimer librement ce qu'on pense. C'est une liberté fondamentale proclamée dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Chacun a le droit d'exprimer ses idées dans le respect des autres, même si ces idées déplaisent. Bien évidemment, il y a des limites, on en parlera plus loin, mais s'il n'y a pas de liberté de penser, il n'y a pas de démocratie. Je vous propose de regarder une vidéo sur le sujet. La liberté d'expression est un héritage de la Révolution française. Elle est inscrite dans la Déclaration des droits de l'homme de 1789. C'est une liberté fondamentale de chaque citoyen. L'article 11 stipule « La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme. Tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi. » Pour le constitutionnaliste Jean-Philippe Desrosiers, c'est la liberté la plus fondamentale car elle conditionne l'exercice d'autres droits démocratiques. C'est à partir d'une expression libre qu'on aboutit à la fabrication de la loi par le peuple souverain et donc à la démocratie. Retenons de cela que la liberté d'expression, c'est avant tout la liberté de pouvoir s'exprimer sous toutes ses formes, à l'oral ou à l'écrit, devant une assemblée ou devant son écran. Et donc à cet effet, les réseaux sociaux sont une forme d'expression. On peut s'exprimer quelle que soit son opinion, et on peut le faire de manière publique. Ce cours, c'était aussi l'occasion de découvrir quelques textes de loi qui sont fondateurs en ce qui concerne la liberté d'expression. Selon la Déclaration universelle des droits de l'homme, l'article 19 nous dit que tout individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions, et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considération de frontières, les informations et les idées par quelque moyen d'expression que ce soit. La Cour européenne des droits de l'homme, elle, va dire que la liberté d'expression s'étend jusqu'aux propos qui blessent, qui choquent et qui inquiètent. Et la Constitution belge, c'est-à-dire ces textes de loi qui sont à la fondation même de la Belgique, nous dit que la liberté des cultes, celle de leur exercice public, ainsi que la liberté de manifester ses opinions en toute matière sont garanties. Passons maintenant à un deuxième concept, mais qui est lié au premier, celui de la liberté de la presse. Effectivement, quand on parle de liberté d'expression, on ne peut que penser à ceux dont c'est le métier, les journalistes, qui quotidiennement s'expriment de manière publique. Il a donc fallu très vite penser à quelle liberté, quel droit leur accorder pour qu'ils puissent, dans un exercice démocratique, pouvoir travailler librement. Le premier droit qu'on leur a accordé, c'est celui d'enquêter librement. Ils peuvent donc se rendre sur le terrain, ils ont des autorisations matérialisées sous la forme d'une carte de presse qui leur permet de passer et d'enquêter là où l'actualité se fait. Ils ne peuvent être l'objet de violences policières ou de quelque autorité que ce soit, comme on le voit sur cette vidéo.
Ils ont le droit et même le devoir d'informer les citoyens sur les sujets de leur choix, et donc le gouvernement ne peut ni leur imposer ni leur refuser de traiter de telle ou telle thématique. Ils ont le droit et la liberté de critiquer les autorités en place, le gouvernement, les religions ou quelque forme d'actualité que ce soit, et ils ont aussi le droit de ne pas citer leurs sources dans le but de les protéger bien évidemment. Tout cela dans le but de garantir aux citoyens un accès libre à l'information pour que chacun puisse se forger sa propre opinion. Selon la Constitution belge, la presse est libre. La censure ne pourra jamais être établie, il ne peut être exigé de cautionnement des écrivains, éditeurs ou imprimeurs. Lorsque l'auteur est connu et domicilié en Belgique, l'éditeur, l'imprimeur ou le distributeur ne peut être poursuivi. Voilà l'article 25 de la Constitution belge. Bien évidemment, cette situation est propre aux démocraties, mais ce n'est pas le cas dans tous les pays du monde. C'est pour ça que des ONG telles que Reporters sans frontières militent pour la liberté de la presse dans le monde. Chaque année, ils font un état des lieux pour déterminer les pays où la liberté de la presse est la plus malmenée. Voilà la carte de 2020. Sans surprise, des pays tels que la Chine ou la Corée du Nord, pour des raisons politiques, négligent la liberté de la presse. On reconnaît aussi plusieurs pays du Moyen-Orient, là plutôt pour des raisons religieuses. Si on zoome pour voir quelle est la situation en Europe, on découvre que chez nous en Belgique la situation est bonne, mais qu'il y a quand même des pays d'Europe où la situation est plutôt compliquée, comme en France, où des journalistes des fois payent de leur vie leur métier. Ils tiennent aussi un baromètre des violations de la liberté de la presse. Regardez ici, fin 2020, on est à plus de 40 journalistes qui ont été tués et près de 400 qui sont emprisonnés et peut-être même torturés à ce jour, et dont le seul crime est d'avoir informé la population. Dans ces pays, eh bien, même Internet y est limité ou bridé pour empêcher les citoyens d'avoir accès à une info complète. Ceux qui se risqueraient à lire des journaux interdits risqueraient eux-mêmes de finir en prison. Dans ces pays, le gouvernement bâillonne en quelque sorte les journalistes pour leur empêcher de parler aux citoyens, à la population et de leur révéler la vérité. Le gouvernement prend le contrôle et leur envoie le message que tout va bien. Un message mensonger bien évidemment, dans le but d'empêcher le peuple de connaître la vérité et de se révolter contre le pouvoir en place. Il y a donc une différence essentielle entre ce qu'on appelle la censure, où une autorité extérieure vient bâillonner la presse ou le journaliste en lui disant « ça tu peux dire, ça tu ne peux pas dire », et l'autocensure, où c'est le journaliste ou le caricaturiste lui-même qui décide de ne pas aller trop loin dans ses propos ou dans la provocation. Parfois, nous pratiquons une forme d'autocensure, d'autocontrôle sans même avoir besoin d'un directeur ou d'un rédacteur en chef. Nous avons des limites que nous ne franchissons pas. Parfois, nous nous critiquons les uns les autres. Nous disons « non, c'est trop fort, tu ne peux pas aller aussi loin ». Par exemple, nous ne touchons pas la vie privée des personnes. Passons maintenant au troisième et dernier concept, ce qu'on appelle le droit au blasphème, mais qui est lié aussi aux deux concepts précédents. Le blasphème, on peut le définir comme un manque de respect envers une divinité ou envers une religion. Dans nos cultures occidentales, il y a moins de respect pour le sacré que dans d'autres pays du monde, notamment dans les pays du Moyen-Orient, et ça explique aussi la position de la justice dans nos démocraties occidentales. Regardons cela. Revenons d'abord en arrière. C'est l'histoire qui définit notre droit, et en matière de liberté d'expression, c'est surtout la loi du 29 juillet 1881. À cette époque, la République continue de s'installer en France depuis 10 ans et doit asseoir ses fondamentaux, à savoir les libertés. À l'Assemblée nationale, le débat sur la liberté d'expression est féroce, en particulier sur la question du blasphème, qui était interdite jusqu'alors. Georges Clemenceau, qui allait devenir le héros de la guerre 1914-18, était alors député de Montmartre. À propos du blasphème, il a déclaré « Laissez tout attaquer, à condition qu'on puisse tout défendre. Car on ne peut défendre honorablement que ce qu'on peut attaquer librement. » Ce sont les députés de son avis qui auront gain de cause et finalement, la loi sur la liberté de la presse, adoptée le 29 juillet 1881, abolit le délit de blasphème en France. Mais depuis une dizaine d'années, c'est avec le terrorisme que la notion a refait surface dans les débats. Revenons aux fondamentaux. Avant de parler du droit, que veut dire le mot blasphème ? Selon la définition du dictionnaire Larousse, le blasphème se définit comme une parole ou un discours qui outrage la divinité, la religion ou ce qui est considéré comme respectable ou sacré. Le blasphème est donc une notion religieuse et pas juridique. Certains vont même jusqu'à dire que c'est un non-sens de parler de droit au blasphème. La constitutionnaliste Annabelle Pénat estime
que parler de droit au blasphème veut dire qu'on intègre cette notion dans le débat public. La question en France, dit-elle, ne se pose pas parce que nous sommes dans un État laïque. Nous n'avons pas de religion d'État. En France donc, il n'y a donc aucune loi qui autorise ou qui empêche le blasphème. En revanche, la liberté d'expression est encadrée. Et c'est dans ce cadre que peuvent tomber certaines expressions blasphématoires. Puisque la France garantit tout autant la liberté d'expression que la liberté de croyance, la diffamation, l'injure, la provocation à la discrimination ou à la haine ou à la violence à l'encontre des croyants peuvent être réprimées. Pour faire simple, en France, il est possible d'insulter une religion ou des symboles religieux, mais il est interdit d'insulter les adeptes d'une religion. Ainsi, des vidéos qui ont pu faire le buzz, comme celle-ci. Je suis pas gênée pour dire ce que j'en pensais, je déteste la religion. Le Coran est une religion de haine, il y a que de la haine là-dedans, l'islam c'est de la merde. C'est ce que j'en pense, moi, je dis ce que je pense, putain. Ces propos, même s'ils sont choquants, blessants, ne sont pas illégaux puisqu'ils attaquent une religion, en l'occurrence l'islam. On peut ne pas partager son point de vue, mais on peut l'exprimer. Par contre, il en va différemment de ce genre de propos-là. Dans la rue, les femmes voilées et les hommes en djellaba sont une propagande par le fait, une islamisation de la rue, comme les uniformes d'une armée d'occupation rappellent aux vaincus leur soumission. Au triptyque d'antan, immigration, intégration, assimilation, s'est substitué invasion, colonisation, occupation. Ici, vous aurez reconnu l'écrivain et polémiste Éric Zemmour. À la différence de la première vidéo, il n'attaque non plus l'islam, mais les musulmans. Ici, le polémiste Éric Zemmour a été condamné en septembre dernier pour injure et provocation à la haine après les propos qu'il a tenus à la Convention de la droite. Le tribunal a considéré que ces propos constituent une exhortation tantôt implicite, tantôt explicite à la discrimination et à la haine à l'égard de la communauté musulmane et sa religion. Si le mot blasphème n'est jamais employé par le tribunal, on voit bien ici l'équilibre choisi entre liberté d'expression et liberté religieuse. Quand on regarde la situation dans le monde, on comprend que les lois pénalisant le blasphème ne sont pas les mêmes partout. Les pays ici en gris sont des pays qui ne contiennent pas dans leurs lois de textes clairs condamnant ou autorisant le blasphème. Les pays en vert sont des pays où il est autorisé de blasphémer. Les pays en orange clair sont des pays où vous risquez, en cas de blasphème, une amende. Les pays en orange foncé, une peine de prison. Et dans les pays plus foncés encore, la peine de mort. Si nous zoomons pour voir la situation en Europe, on remarque que même chez nous, les situations sont très différentes. En Belgique, on n'a pas de texte clair interdisant ou autorisant le blasphème, tandis que chez nos voisins du Nord en Hollande ou du Sud en France, c'est autorisé. Vous vous souvenez de la vidéo de la semaine dernière où nous avions découvert que la France avait une longue culture de la critique des religions. Mais si on va un peu vers l'Est, eh bien on se retrouve en Allemagne dans un pays où là, on risque la prison pour blasphème. Comprenez que donc, le droit au blasphème dépend énormément de la culture du pays dans lequel on vit. Posons-nous du coup maintenant la question, y a-t-il des limites à ne pas dépasser quand on parle de liberté d'expression ? Selon la Constitution belge, l'article 19 que nous avons lu tout à l'heure nous dit que nous avons le droit de manifester nos opinions en toute manière, que c'est garanti, mais vous voyez que le texte ne se finit pas là. Il continue en disant « sauf la répression des délits commis à l'occasion de l'usage de ces libertés ». Concrètement, ça veut dire qu'on ne peut pas invoquer la liberté d'expression pour justifier des actes illégaux punissables ailleurs dans la loi. Cela a d'ailleurs fait polémique en janvier 2015 dans le contexte des attentats de Charlie Hebdo. D'un côté, on invoquait la liberté d'expression pour défendre les journalistes et leurs caricatures, mais d'un autre, l'humoriste Dieudonné était poursuivi en justice pour un tweet dans lequel il avait dit « Je me sens Charlie Koulibaly ». Koulibaly étant le nom d'un des terroristes de l'hypercacher. Regardez. Ce matin, partout en France, Charlie Hebdo est en vente libre, à la une un dessin de Mahomet. Dans le même temps, Dieudonné est placé en garde à vue pour ce message sur les réseaux sociaux « Je me sens Charlie Koulibaly ». Alors y a-t-il deux poids deux mesures et que dit la loi en matière de liberté d'expression ? En 1789, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen consacre ce principe. Tout citoyen peut parler, écrire, imprimer librement. Une liberté aujourd'hui encadrée par la loi qui fixe des limites, la diffamation, l'injure, la provocation à la haine qui comprend le racisme et l'antisémitisme, ou encore l'apologie du terrorisme. Le droit français distingue l'expression des idées
et la protection des personnes. Essentiel, c'est que le droit fasse absolument la distinction, et c'est le cas en droit français, entre les attaques contre les personnes et les critiques des pensées, des croyances, qu'elles soient religieuses ou politiques. En 2007, Charlie Hebdo est attaqué en justice pour des caricatures de Mahomet. Le tribunal lui donne le droit de les publier. Il n'y existe plus le délit de blasphème. On peut, en droit français, se moquer, représenter comme on le veut, les signes religieux, les rites, les représentations, etc. En revanche, avec son message, Dieudonné peut tomber sous le coup de la loi. L'incrimination de départ, elle existe dans le droit français, c'est l'apologie de terrorisme, et c'est la raison pour laquelle on peut engager des poursuites. Dans le cas de Charlie Hebdo, comme dans celui de Dieudonné, le tribunal intègre également des éléments de contexte pour rendre ses décisions. La liberté d'expression, en France comme en Belgique, est donc limitée principalement par 4 limites. La première, c'est la diffamation. La diffamation, c'est selon le droit belge, l'imputation méchante à une personne d'un fait précis qui est de nature à porter atteinte à l'honneur de cette personne ou à l'exposer au mépris public. C'est-à-dire accuser quelqu'un sans preuve comme une calomnie. C'est aussi l'injure. L'injure, pour le droit belge, c'est le fait de divulguer un fait imprécis portant atteinte à l'honneur d'une autre personne. Ça n'a pas besoin, vous remarquez, d'être une vulgarité ou un gros mot. On peut appeler quelqu'un voleur, escroc, pédophile. Ce n'est pas un gros mot, ce n'est pas quelque chose de vulgaire, mais ça reste, selon le code pénal, une injure. On ne peut pas non plus utiliser la liberté d'expression pour une provocation à la haine, à la violence ou à la discrimination. Ou encore, et c'était le cas de Dieudonné, faire l'apologie du terrorisme, ça veut dire essayer de trouver des excuses ou de défendre le terrorisme. Ainsi, les messages qu'on a pu lire sur les réseaux sociaux comme « bien fait pour les journalistes de Charlie Hebdo, ils méritaient ce qui leur est arrivé », ce n'est plus la liberté d'expression, c'est l'apologie du terrorisme. On peut donc se poser la question si la vidéo réalisée par le papa de cet élève dans l'assassinat du professeur Samuel Paty n'est pas une forme de diffamation et ou d'injure, voire une provocation à la haine, ce sera aux tribunaux d'en décider. Ainsi, si on considère qu'on est victime d'un abus de liberté d'expression, nous pouvons porter plainte devant les tribunaux. D'ailleurs, Charlie Hebdo a à plusieurs reprises été attaqué en justice. Ils ne s'en cachent pas, ils affichent d'ailleurs clairement sur leur site internet la liste de tous les procès qui leur ont été imputés. Dans la plupart des cas, ce sont des partis d'extrême droite ou des représentants des partis d'extrême droite qui les ont attaqués en justice, mais ça a aussi parfois été d'autres médias et journalistes, des associations catholiques, des associations musulmanes ou d'autres encore. Dans la plupart des cas, la justice a tranché de manière favorable, n'a pas condamné Charlie Hebdo, mais dans certains cas, Charlie Hebdo a été condamné notamment à des amendes. Dernière question, que dit la loi en Belgique exactement sur la liberté d'expression ? 3 textes de loi viennent compléter ce qu'on a déjà vu, et c'était l'occasion d'en parler. Le premier, c'est la loi du 30 juillet 1981 qu'on dit loi Moureau. Philippe Moureau était un politicien belge, et cette loi fut promulguée après un attentat antisémite en octobre 1980 et une manifestation contre le racisme à Bruxelles. Cette loi vise à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie et rend hors la loi certains propos, notamment ceux qui incitent à la haine ou à la violence, motivés par la xénophobie ou le racisme envers une personne ou un groupe de personnes. Cette loi nous dit que quiconque incite à la discrimination, à la haine ou à la violence, à la discrimination ou à la ségrégation à l'égard d'une personne, d'un groupe, d'une communauté ou de leurs membres en raison de sa nationalité, d'une prétendue race, de la couleur de la peau, de l'ascendance ou de l'origine nationale ou ethnique, est passible d'une amende et ou d'une peine de prison. Attention donc que, en Belgique, les propos racistes ne sont pas considérés comme une opinion, mais comme un délit. Passons donc maintenant au second texte de loi qui vient compléter les lois précédentes, la loi du 23 mars 1995 contre le négationnisme. Le négationnisme est ce concept selon lequel on nie l'existence des camps de concentration et d'extermination et ou le génocide des Juifs durant la Seconde Guerre mondiale. Ainsi, la loi belge nous dit que quiconque nie, minimise grossièrement, cherche à justifier ou approuve le génocide commis par le régime national-socialiste allemand pendant la Seconde Guerre mondiale est passible d'une amende et ou d'une peine de prison. Ainsi, cette maison du Brabant flamand, qui a à plusieurs reprises défrayé la chronique ces dernières années et qui a été décorée par son propriétaire de différents symboles nazis, tombe sous le coup de cette loi, même si on est sur un terrain privé, ces différents symboles sont manifestés de manière publique et donc tombent sous le coup de cette loi. Enfin, une troisième loi, la loi antidiscrimination de 2007, qui va venir compléter la loi dite Moureau.
Les discriminations et incitations à la discrimination, à la haine ou à la violence en raison de l'âge, de l'orientation sexuelle, de l'état civil, de la naissance, de la fortune, de la conviction religieuse ou philosophique, de la conviction politique, de la langue, de l'état de santé actuel ou futur, d'un handicap, d'une caractéristique physique ou génétique, de l'origine sociale, deviennent illégales. On ne peut traiter les gens différemment en fonction de ces réalités. Et quand on parle d'incitation, voici comment le Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme le définit. Toute communication verbale ou non verbale qui incite à, stimule, attise, encourage, accentue, provoque, pousse ou appelle d'autres personnes à certaines réactions de haine. Attention donc, cela est valable indépendamment des conséquences qu'elles peuvent avoir ou non. C'est-à-dire que même si l'incitation n'a pas eu d'effet immédiat, elle reste légalement condamnable. Et donc reste une dernière question. Comment déterminer ce qui relève d'un délit, d'un abus ou de l'usage légitime de la liberté d'expression? Il n'y a pas encore si longtemps que ça, les insultes, les injures, les calomnies, les diffamations se réglaient par des duels. Aujourd'hui, ce sont les tribunaux et la justice qui se prononcent s'il s'agit d'un délit ou de l'usage légitime de la liberté d'expression. Et pour cela, ils prennent en compte un élément essentiel, le contexte. Est-ce qu'il s'agit d'un journal comme Charlie Hebdo satirique, caustique, ou d'un journal plus sérieux comme Le Monde ou Le Soir en Belgique? Qui est derrière les propos? Un journaliste, un polémiste, un politique, et c'est différent de s'il s'agit d'un humoriste dont le métier c'est de faire de l'humour, et des fois l'humour peut aller loin comme ici. Alors quel est le point commun entre les juifs et les baskets? On en trouve plus en 39 qu'en 45. Dans ce cas, même si la blague va loin dans l'humour noir, l'artiste ne serait sans doute pas condamné pour antisémitisme parce qu'il s'agit d'une humoriste qui fait une blague sur le sujet dans son spectacle. Nous voilà arrivés au terme de cette vidéo. J'espère que vous en savez maintenant plus sur la liberté d'expression, la liberté de la presse, mais aussi le droit au blasphème, et que vous avez pu cerner les limites de cette liberté d'expression. Je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo pour continuer notre réflexion sur le sujet des caricatures. À bientôt!